Bienvenue à cette série Territoire en conversation sur les enjeux de sécurité urbaine. Mon nom, c'est Maya, je suis chargée de communication à Parole d'Exclus et c'est Parole d'Exclus aujourd'hui qui accueille cette série-là qui a été menée et construite par deux chercheurs, donc Leslie Touré-Capot, qui est chercheur en études urbaines, et Benoît Descaries-Secours, qui malheureusement ne peut pas être là aujourd'hui parce qu'il y a des problèmes de santé. Donc, on a une petite pensée pour lui, mais il va bien, c'est juste qu'il ne pouvait pas être là aujourd'hui. Benoît est chercheur aussi postdoctoral au CREMIS, qui est le Centre de recherche sur les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives de citoyenneté. Cette série cherche à donner des perspectives différentes sur les enjeux de sécurité urbaine, dont aujourd'hui le rôle des médias. On a eu déjà 2 épisodes ultérieurement. Donc, le premier s'appelait « Étiquette de gang, le modèle de Saint-Michel ». Et le deuxième, c'était « Radicalisation et racialisation, regard sur Saint-Léonard ». Et aujourd'hui, on accueille donc Will Prosper pour parler un peu de justement comment les médias portent leur regard sur Montréal-Nord et comment ça affecte la réalité des citoyens sur le territoire. Avant de laisser la parole à Leslie qui sera le principal animateur, j'aimerais juste régler quelques soucis, juste clarifier quelque chose technique. Donc, déjà, si vous pouvez, en tant que spectateur, écrire votre nom, mais aussi si vous venez d'un organisme ou vous représentez des médias, c'est toujours intéressant pour nous de savoir qui est présent. Donc, à côté de votre nom, vous avez 3 petits points où vous avez le petit lien plus. Donc, vous pouvez changer votre nom pour justement qu'on ait une idée qui est parmi nous aujourd'hui. Et ensuite, pour ce qui est des questions, il y aura un moment à la fin pour avoir un échange avec Leslie et Will, mais je vous invite à utiliser en bas, en fait, des visages des participants, le Q&A, qui est l'espace dédié aux questions. Si vous le mettez dans le chat, on va le voir, mais ça peut aussi disparaître avec au fur et à mesure que les gens écrivent des choses. Donc, je vous suggère plutôt d'utiliser cet outil-là. Et voilà. Donc, je crois que j'ai fait le tour. On a déjà une première question, mais... Ah, non, c'est juste quelqu'un qui fait un coucou. Bonjour. Du coup, je vais laisser la parole à Leslie, qui va prendre le relais de l'animation. Est-ce que tu te sens... Bon? Oui, très, très. Merci beaucoup, Maya, pour cette introduction et qui fait la présentation de la série de conversations qu'on a menées jusqu'à présent. Et je voudrais commencer surtout par remercier Will d'avoir accepté notre invitation. Donc, Will, que je pense qu'il n'est pas à présenter, mais que je vais présenter rapidement comme documentariste, militant des droits humains et organisateur communautaire, pour cette 3e séance qu'on a intitulée « Le spectacle de Montréal-Nord, images, médias et sécurité ». Justement, je pense qu'on a voulu inviter Will dans son rôle à la fois de militant organisateur communautaire, mais aussi documentariste et réalisateur. Et justement, on a commencé, pour la petite histoire, le titre fait une référence à La Société du spectacle, qui est un ouvrage de Guy Debord, paru en 67, mais qui a été accompagné d'un film par l'auteur lui-même en 73. Donc, très rapidement, cette référence permet de poser une hypothèse de départ quand on parle de Montréal-Nord, qui va animer un peu le débat qu'on va avoir avec Will par la suite, et qui est la suivante. Donc, la production d'images et de représentations associées à Montréal-Nord dans la presse écrite, à la télévision, à la radio, et même dans le cinéma et le théâtre, et je pense ici notamment à la libre interprétation d'Antigone ou la pièce de théâtre sur Freddy, contribue à renforcer la stigmatisation du territoire et des habitantes et habitants du quartier. Donc, pour simplifier mon propos, quelque part, cette mise en spectacle, comme on l'a appelé dans ce titre de Montréal-Nord, nourrit le racisme noir et envers les communautés racialisées plus largement, avec des effets qui vont dépasser même le quartier, pour s'établir même sur la province et jouer un peu sur les images qu'on va produire, les représentations qu'on va produire sur ce quartier, en créant des images justement menaçantes sur le territoire et sa population qui vont entremêler les incivilités, la violence, la délinquance et la criminalité, que l'étiquette de gang de rue va saisir dans son essence. Et là, je fais notamment référence aux travaux de Benoît, mon collègue qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui l'explique bien dans l'article dont on a déjà parlé dans la première séance avec l'exemple de Saint-Michel.
Mais il y a des travaux assez intéressants en géographie, par exemple, et je pense sur la stigmatisation de Montréal-Nord. Je pense notamment aux travaux d'Antoine Vogler, qui a fait un travail assez impressionnant méthodologiquement sur un échantillon d'articles journalistiques sur une période de 11 ans, avec recensant 14 372 articles, ou l'article de Shakib Khelify, qui est un de mes amis et collègues, qui a fait une ethnographie du quartier de Montréal-Nord en comparaison avec un quartier de la banlieue parisienne. Et il y a un article qui va sortir très bientôt dans une revue Justice spatiale et Spatial Justice, où Shakib et Antoine ont écrit. Et ce qui ramène un peu à ces dynamiques qu'on a évoquées dans la première séance avec le quartier de Saint-Michel et Harry Delva et Jean-Yves Sylvestre, mais aussi à la deuxième séance avec les mécanismes de production médiatique autour du phénomène de la radicalisation qui vont spatialement circonscrire le phénomène, par exemple à Saint-Léonard, comme on l'a vu avec Najat Bougaba la dernière fois, mais aussi le collège de Maisonneuve, par exemple. Mais ce qui est particulièrement intéressant dans le cas de Montréal-Nord, c'est que le territoire constitue un cas typique pour comprendre comment l'influence des médias et la production d'images menaçantes contribuent à façonner la perception d'un quartier et d'une population, tout en incitant l'État et ses institutions à réagir par des techniques spécifiques de régulation, d'intervention, de contrôle et de surveillance. Ce que notre invité, Will Prosper, a saisi très tôt dans son engagement social et militant en tant que fondateur de Woodstock, mais également comme cinéaste dans son œuvre documentaire et la richesse de son regard sur les communautés afrodescendantes au Québec. Et les deux questions que j'ai pour toi aujourd'hui, Will, sont les suivantes. Premièrement, comment la production médiatique d'images, comme je l'évoquais un peu plus tôt, mais que ce soit presse écrite, télévision, radio ou cinéma, contribue à stigmatiser le territoire de Montréal-Nord. Et deuxième question, comment cette stigmatisation de Montréal-Nord affecte la population. Et je vais avoir d'autres questions qui vont venir au fur et à mesure. Je te laisse réagir déjà sur ces deux premières questions. Deux questions toutes légères. C'est vraiment sympathique. Mais bonjour tout le monde. Merci de m'inviter pour cette conversation-là. Il y a tellement de choses à dire sur ce sujet-là pour avoir grandi dans cette communauté, pour avoir subi l'impact à un jeune âge d'y vivre, pour voir l'impact que les gardiens de sécurité ont sur toi, les gardiens de parc ont sur toi, que les professeurs ont sur toi, et de voir que au fur et à mesure, ça ne change pas tant que ça. Je me rappelle quand j'étais plus petit, moi je voulais trouver une job et je cherchais des emplois dans ce quartier de Montréal-Nord. Et même à l'intérieur de Montréal-Nord, c'était vraiment difficile de trouver un emploi. Mais ce qui était vraiment difficile, c'était de mettre dans son CV le mot Montréal-Nord, parce qu'on savait que les gens allaient avoir une appréhension juste en voyant ce nom-là. Et ce que je réalise, c'est que 20 ans plus tard, quelques années plus tard, on pourrait dire, mais c'est la même chose qui est encore portée par beaucoup de jeunes qui refusent ou qui préfèrent ne pas mettre leur nom dans leur résumé, dans leur curriculum vitae, pour s'assurer de ne pas être stigmatisés avec Montréal-Nord et l'impact que ça peut avoir sur eux. Je vais faire un portrait un peu historique pour revenir un peu en arrière, parce qu'on a beaucoup parlé des incidents de Freddy Villanueva et de sa mort. Et moi, la question que je me suis posée, surtout en lien avec cette mort-là, c'est comment on arrive à avoir une personne qui se fait tuer dans un parc à Montréal-Nord alors qu'il n'est pas armé et qu'il y a deux autres personnes qui sont blessées aussi en même temps, et que toute la couverture médiatique ne se dirige pas dans le non-sens d'avoir des personnes qui se font tuer dans un parc, mais vers ah, mais il est possiblement un membre de gang de rue, ce qui justifierait la mort d'une personne. Et ça, c'est une bataille qu'on a menée et qu'on mène encore aujourd'hui pour essayer de la déconstruire. Et l'image de Montréal-Nord, c'est à ce point-là qu'on n'a pas d'empathie pour un jeune qui est juste dans un parc, un jeune qui est un travailleur essentiel, un jeune qui ramassait des haricots dans nos parcs comme on les valorise aujourd'hui. On comprend l'importance d'avoir ces personnes-là. Et c'est ce qu'il faisait, qu'il allait seulement à l'école, qu'il n'avait pas de casier judiciaire. Pas que je crois qu'avoir un casier judiciaire devrait changer quoi que ce soit dans cette situation-là, c'est absolument important de le mentionner. Mais comment les casiers judiciaires changent beaucoup dans notre perception, veut pas. Dès qu'une personne est prête de se faire est victime d'une situation policière, la première chose qu'on va mettre, on pense au cas de Mamadi Camara, c'est qu'on essaie de trouver
quelque chose de négatif à son égard. Et le cas de Camara, ben, lui, c'est juste de trouver, ben, peut-être il s'est fait mettre dehors par Uber, alors que c'est les articles journaux qui l'ont fait mettre dehors par Uber. Mais tout ça pour dire qu'on pense à Bonnie Jean-Pierre qui s'est fait tuer par la police, encore une fois, à Montréal-Nord. La première chose qui est sortie, c'est son casier judiciaire. Mais ça n'a rien à voir avec sa mort. Le cas de Freddy Villanova, c'est la même chose, c'est son casier judiciaire. Donc, tout ça pour dire, je vais voyager à beaucoup d'endroits. Je m'excuse, j'aime ça faire ce type de voyage-là. C'est le défaut de fabrication de documentariste que je suis. Et comment on arrive à faire en sorte qu'un jeune qui se fait abattre dans un parc alors qu'il n'a absolument commis aucun crime, que ça soit correct de l'accepter, qu'il n'y ait pas d'accusation de la part de la police, et non seulement ça, et qu'on continue à fustiger Montréal-Nord au fur et à mesure, au fil des ans, et ça ne s'arrête jamais. Montréal-Nord, il faut comprendre la lutte qu'on fait aux gangs de rue ici au Québec. C'est quelque chose qui a commencé véritablement dans les années 95 environ, mais c'était beaucoup plus la lutte aux Hells Angels. Et il y avait eu un incident une fois où est-ce qu'il y avait un jeune garçon qui était mort à côté d'un véhicule où est-ce qu'on avait posé une bombe. Et là, on a mis une escouade Carcajou pour dire, ben ça, ça n'a pas de sens que les gens se tirent à ce point-là et qu'on tue quelqu'un. Et vite, ça a changé ce sujet-là. Et on est vite tombé sur autre chose. Et il y a eu quelques incidents qui se sont produits. Il y en a un à Toronto en 2005. Si je ne me trompe pas, en 1995, je m'excuse, au Just Desert, il y avait des jeunes qui sont allés là-bas pour un braquage armé. Et il y en a un qui a tiré, 3 de ces jeunes-là, il y en a un qui a tiré sur la caissière. Et cette personne-là est décédée. Et c'était des personnes d'origine jamaïcaine. Et à ce moment-là, les gens ont commencé à dire, ben là, les Jamaïcains sont en train de nous envahir, les gens de l'extérieur, et on a commencé à accélérer le processus de déportation des personnes qui ne se faisaient pas au Canada. Et suite à cet incident-là, c'est là qu'on a commencé à déporter les gens, même les personnes qui n'étaient pas impliquées dans qui n'ont pas tiré, en fait, mais les personnes qui étaient impliquées. Donc, l'enjeu, c'était de voir comment on peut déporter les personnes. Et ces questions de déportation-là ont augmenté au fil du temps et ce n'était pas une mesure qui se faisait auparavant lorsqu'il y avait des incidents. Disons que tu étais une personne ukrainienne et tu faisais un crime parce qu'il y avait plusieurs braquages où est-ce que ça se tournait mal. Mais dès qu'on a une image qui est associée à ce qu'on a de stéréotypé sur les personnes noires, et ça remonte à l'histoire depuis avant. Là, on pourrait parler de l'immigration aussi, là, si on veut être vraiment sincère, là, parce qu'il y avait vraiment un processus de racisme anti-noir où est-ce qu'on ne voulait pas qu'ils viennent ici, on donnait des prétextes, ben, il fait trop froid, il ne devrait pas arriver ici pour les personnes noires. Donc, c'est quelque chose qui remonte à loin, mais je ne vais pas faire tout cet hystérique-là, même si c'est quelque chose qui est absolument fascinant, historiquement parlant. Donc, tout ça pour dire, il y a eu cet incident-là. Donc là, on a ouvert les valves pour la déportation. Après ça, sous le gouvernement de Harper, dans le début des années 2000, il y a eu le Boxing Day shooting, où est-ce qu'il y a des gens à Toronto, une fois de plus, qui ont commencé à échanger des coups de feu. Et durant ce Boxing Day shooting-là, il y a une personne, Jeanne Créba, si je ne me trompe pas, qui s'est fait tuer parce qu'elle a reçu une balle perdue. Et elle a perdu la vie à ce moment-là. Et là, on a commencé à faire la lutte au street gang. Et c'est là que le budget conservateur, les conservateurs ont mis un budget de 500 millions de dollars pour lutter contre les gangs de rue. Mais un petit peu avant ça, il y a l'histoire du Wolfpack à Québec. Je vous reviens avec ça parce que toutes ces histoires-là ont beaucoup circulé dans l'imaginaire médiatique et ont beaucoup alimenté le fait qu'on a un d'anti aux personnes. On les associe avec des membres de gangs. OK, membre de gang de rue, ça mérite pratiquement de mourir. Parce que l'image a tellement été ternie de ces personnes-là. Et on sait aussi, hein, il faut le dire, là, quand on parle de membres de gang de rue, dans l'imaginaire des gens, c'est un codename où on appelle beaucoup les politiques les whistle dog politics. Donc, les sifflets de chiens, qu'il y a juste des chiens qui peuvent entendre. Et dans l'esprit des gens, quand on dit gang de rue, il ne faut pas se mentir, on pense aux personnes noires. C'est la première chose qui vient dans la tête des gens. Du même que quand on va parler de radicalisme ou de personnes qui sont radicalisées, on va passer aux personnes d'origine ou les personnes musulmanes. Et ça se fait, c'est un switch, un codename qui vient tout de suite dès qu'on dit ce mot-là. Et quand on dit francophone, ici au Québec, ben on ne dit pas moi. C'est pas moi le francophone, c'est les personnes blanches. Quand les politiciens disent les francophones, ben là, c'est les personnes blanches. Fait que c'est tous ces codes qu'on ne dit pas, mais qui veulent dire ces enjeux-là. Donc, pour revenir à cet incident-là, lors de la mort de Jeanne Créba en 2005, si je ne me trompe pas, il y a un budget massif qui a été investi. Il y avait déjà énormément de profilage racial, à Montréal-Nord particulièrement. Et là, on a décidé d'investir dans la police pour lutter à ça parce qu'il y avait une opinion publique qui disait, ben oui, on a un problème, on a des enjeux de gangs de rue. Surtout que dans la ville de Québec, en 2001 ou 2002, il y avait eu les incidents du Wolfpack.
Et pour ceux qui se souviennent des incidents du Wolfpack, il y avait environ 3-4 personnes racisées qui se sont fait arrêter parce qu'il y avait un réseau de prostitution où est-ce qu'il y avait des jeunes mineurs qui étaient impliqués là-dedans. Et il y a eu un scandale majeur parce qu'il y avait des artistes, pas des artistes, mais des animateurs radio qui avaient baigné là-dedans. Il y avait des juges qui avaient baigné là-dedans. Mais ceux qu'on voyait dans les images médiatiques, surtout dans la ville de Québec, c'était des personnes noires avec des dreads. Et ça, à Québec, on en a parlé pendant 1 année, 2 ans pratiquement au complet. En plus, il y avait d'autres personnes impliquées, mais ce que ça laissait comme symptôme dans l'esprit de beaucoup de personnes, c'est que c'était la faute des personnes noires qui étaient responsables de ça et tout le monde était associé à ça. Je me rappelle quand je suis allé à Québec, moi j'étudiais à l'époque pour aller en cinéma et j'avais des tresses et le traitement que j'avais, le regard que j'avais, je suis juste allé dans un club et il y a quelqu'un qui m'a dit à toi, tu vas dehors, je t'ai vu tantôt. Je venais d'arriver et tout de suite, il y a un bandit qui est arrivé qui voulait me battre et j'avais jamais vu ce type de traitement-là. La police aussi, ben, ça c'est un autre niveau, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus amplifié que j'aurais jamais cru. Donc tout ça pour dire, quand il y a une couverture médiatique, il y a des surenchères qui se font. Et en plus, on ne parle même pas des rôles stéréotypés dans les médias qu'on va avoir associés avec les personnes noires. Donc, quand on parle des personnes noires, c'est toujours associé à quelque chose de négatif, médiatiquement parlant. Quand on en parle dans les films, c'est encore quelque chose de négatif. Quand nous, on va parler dans les médias, bien, on a la perception qu'il y a des gens qui viennent pour se plaindre, pour dire ben, le racisme, c'est fatigant, on subit certaines choses. Fait que c'est jamais des conversations plaisantes comme quand on voit un Martin Matt qui s'en va à la radio pour parler, pour faire des blagues pour son émission. Là, ça devient intéressant. C'est un Martin Matt qui ne vient pas nous fatiguer avec ce même type de problématiques. Donc, on est toujours vu comme des personnes qui vont finir par déranger. Donc, et je vais rajouter aussi un autre aspect qui est aussi important. En même temps, en 2007, c'est là qu'il y a eu la crise des accommodements raisonnables. Et c'est important de le mentionner parce qu'à travers la crise des accommodements raisonnables, c'était quoi les enjeux majeurs? Nous, on parlait qu'on subissait énormément de profilage racial. Ce qui s'est produit, c'est qu'il y a eu des incidents au YMCA où est-ce qu'il y a des personnes des communautés juives qui ont demandé au YMCA de teindre leurs fenêtres parce qu'ils ne voulaient pas voir les gens qui se baignaient là-bas. Eux se sont entendus, le YMCA, avec les communautés juives, puis ils ont dit, ben non, vous allez vous arranger, vous allez faire quelque chose pour pas que vos fenêtres donnent accès à ça. Donc, ça s'est réglé. Il y avait un autre incident où est-ce qu'il y a un jeune qui portait un sikh, qui portait une kirpa, et là, on disait, ben là, on ne veut pas avoir ces outils-là dans nos écoles. Donc, le Journal de Montréal en a parlé pendant des semaines et des semaines. Ce qu'on voit avec le Journal de Montréal aujourd'hui n'est vraiment pas de différent de ce qu'on a vu au fil des ans. Ça n'a vraiment pas changé. Donc, tout ça pour dire, excuse-moi, Leslie, si tu veux Non, interrompre. Mais en fait, j'allais juste dire que le travail d'Antoine montre justement à partir de ces articles exactement ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il y a un pourcentage, il fait des pourcentages avec la discussion sur la sécurité dans le Journal de Montréal, la presse et tout un tas de séries qui alimentent ce que tu disais juste avant, l'imaginaire médiatique. Après, pour reprendre un peu ce que tu disais, ce dog whistle politics, qui va être alimenté par ces images qu'on va construire au fur et à mesure du temps par des représentations diffuses dans différents médias, contribue un peu à ce que tu disais. C'est comme ça, c'est ce qui va nourrir un peu comment un bouncer va t'arrêter et va être violent avec toi quand tu vas rentrer dans le club, même à plusieurs kilomètres de ton domicile. Je te laisse... Mais c'est absolument ça, parce que la réaction du bouncer, c'est de voir un corps noir, c'est pas de voir un autre être humain. C'est ça. Et c'est la même réaction de d'autres policiers, c'est la même réaction que des gens vont dire, mais moi, je veux pas une personne noire dans ma famille, je veux pas avoir un logement pour cette personne-là, je veux pas avoir cette personne-là qui travaille au même endroit que moi, parce qu'on ne voit plus, ou on n'essaie même pas de voir l'humain derrière cette personne-là, on voit l'image stéréotypée qui a été fabriquée dans les médias de cette personne-là, et on l'associe à toutes ces personnes-là. Moi, je vais vous dire une réaction qu'on a souvent dans nos communautés, c'est, disons qu'il y a une fusillade où il y a quelqu'un qui se fait tirer pour les communautés noires. Tout le monde fait comme, OK, j'espère que c'est pas, quand on ne sait pas ce qu'il est, on dit, j'espère que c'est pas une personne noire. La même chose pour les personnes d'origine arabo-musulmane, et ainsi de suite. S'il y a un attentat qui se passe quelque part, tout le monde se dit, j'espère que c'est pas une personne musulmane, parce qu'on sait que le lendemain, on peut avoir des questions, mais est-ce que tu le connaissais? Est-ce que c'était ton cousin? Toi, est-ce que tu excuses ce type d'action-là? On est tout de suite, mais quand il y a une personne blanche qui va tirer sa femme ou la tuer ses enfants, il n'y a jamais cette question-là, il n'y a jamais ce réflexe-là, il n'y a pas cette crainte-là, tandis que nous, on va toujours la porter parce qu'on sait qu'on nous juge par rapport à ça. Inconsciemment, on le sait foncièrement. Donc, tout ça pour dire, les accommodements raisonnables, c'était quelques enjeux minimes qui était affiché dans les médias de manière proportionnée. C'était par les politiciens. La CAQ a réussi
à être à l'opposition en parlant pratiquement uniquement de cela. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui de l'ADQ, pas de l'ADQ, excuse-moi, parce qu'à l'époque, c'était l'ADQ, mais ce qu'on voit de la CAQ aujourd'hui plutôt, ben, c'est la même pratique qu'ils emploient. François Legault fait exactement la même chose que son prédécesseur. Et c'est pour ça qu'il ne va pas dire le mot racisme systémique parce qu'il parle à sa base. C'est pour ça que quand il se fait élire, ben, il parle de réduire le nombre d'immigrants. C'est pour ça qu'il met des mesures en place pour dire on va mettre la loi 21 parce que c'est un problème d'avoir des personnes voilées qui nous donnent des services. Aujourd'hui, tout le monde est voilé quand on reçoit des services. Il n'y a aucun problème, on le voit que ça fonctionne. Mais il fait des dog whistle politics pour essayer d'aller rallier sa base, qu'ils ont des images stéréotypées au lieu de faire un cours de pédagogie pour essayer de faire comprendre aux gens, non, le racisme systémique, ça existe, ça ne veut pas dire que nous sommes des racistes en tant que Québécois. Il y a des enjeux sur lesquels on doit travailler parce que toutes ces années d'images négatives qu'on a fait contre les communautés, ben, elles sont malheureusement ingrained, comme on dit, ou bien ancrées dans nos esprits. À un tel point que même des enfants qui vont se regarder à la télévision, donc un enfant de 6 ans, on fait des tests avec des poupées, moi je l'ai fait personnellement, une fille de 6 ans va se penser moins intelligente que son camarade qui est un garçon. Et ça, est-ce que ça veut dire que ses parents n'ont pas élevé comme il faut cet enfant-là, cette fille-là? Non, ça n'a rien à voir. C'est l'impact des médias alentours. Quand on voit des experts ou des expertes à la télévision, mais c'est très souvent des experts et c'est très souvent des hommes. Donc, tu penses que tu ne peux pas être dans cette position-là pour être la personne qui est apte ou qui a les aptitudes pour faire ce que cette personne a fait. Donc, tu te dévalues aussi en même temps. Et c'est la même chose, le test des poupées. On donnait une poupée blanche, une poupée noire à des enfants de 6 ans, puis on demandait quelle poupée est méchante. Et les enfants disent la poupée noire. Et c'est un enfant noir qui est en train de dire ça. Donc, on voit la puissance que l'impact des médias a sur le raisonnement de tout le monde, pas seulement les personnes blanches, les personnes noires aussi. Donc, pour revenir au cas des accommodements raisonnables, on a tellement terni cette image-là qu'on a dit, ben, on va faire une consultation, une commission pour adresser ces enjeux-là. Pour finalement statuer du rapport Bouchard-Taylor, de dire que c'était un problème de perception qui a été gonflé par les médias. Ce qu'on savait déjà, parce qu'il n'y avait pas d'enjeu d'islamisation du Québec, il n'y avait pas d'enjeu de radicalisme ou quoi que ce soit, mais il y avait un enjeu gonflé par les médias d'une perception négative à l'égard de certaines communautés. Donc, quand on se ramasse une année plus tard, où Freddy Villanueva se fait tuer dans un parc alors qu'il n'est pas armé, quel niveau d'empathie la population, vous pensez qu'elle a en sachant que toutes ces années-là, on a martelé contre ces communautés-là, au fur et à mesure, sans arrêt, en associant des images négatives? C'est difficile pour même une personne qui est en région de se dire, mais pourquoi cette personne-là vaudrait quelque chose? C'est pas pour rien qu'on dit Black Lives Matter, c'est parce qu'elle n'a pas voulu grand-chose dans l'esprit des gens pendant si longtemps. Donc, quand on voit le cas de Freddy Villanueva, on aurait cru, moi j'ai souvent dit, j'ai dit, s'il s'appelait Frédéric Villeneuve et ça se passe à Trois-Rivières, les gens auraient fait comme non, c'est impensable, ça ne se produit pas, le policier se fait arrêter. Et je vais prendre un exemple qui est tout autant frappant, encore pour les questions de perception médiatique. Souvent, je parle de Cédrica Provencher. C'est une personne qui est disparue à Trois-Rivières pendant un petit bout de temps. Et des fois, je ne dis pas le nom, mais là, c'est qu'il n'y a pas de foule devant moi. Anyways, tout ça pour dire que tout le monde connaît l'histoire de Cédrica Provencher. C'est quelque chose qui a voyagé un peu partout. Les gens se sont mobilisés pour essayer de la retrouver, pour essayer de... Il y a eu des pancartes, il y a des couvertures médiatiques énormes. Et c'est un traitement qu'on devrait avoir. Les policiers auraient pu être rapides, ça je l'admets, c'est certain. Mais dès qu'on a commencé à parler de son cas, ben, les gens ont commencé à mettre des actions en place. Quand on parle de l'alerte Amber, ben, c'est pour une enfant, une blanche qui a disparu aussi. Maintenant, si je vous pose la question, si on peut me nommer un seul nom d'une personne autochtone disparue parmi les milliers de femmes autochtones disparues, ben, on n'est pas capable de le faire collectivement. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a ce blocage-là? Pourquoi il y a une couverture médiatique qui est différente pour les personnes autochtones qui disparaissent que des personnes blanches? Mais ça, c'est tout le pouvoir médiatique qui joue là-dedans. Donc, pour revenir à notre cas de Freddy Villanueva, on voit l'impact médiatique, qui n'a aucune empathie par rapport à cette personne-là. Et non seulement ça, comment qu'on va tourner après ça? Parce que nous, on s'est battu pour avoir une enquête du coroner, parce qu'on croyait que c'était fondamental pour essayer de faire la lumière là-dessus. Freddy, qui n'a pas un casier judiciaire, son frère qui en a un, mais en effet, on va parler plus de Danny que Freddy parce qu'on n'a pas d'image négative associée à Freddy, malheureusement. Mais pour Danny, on va le faire à fond parce que lui, il a un casier judiciaire. Donc, on a fini par confondre Freddy et Danny et beaucoup de gens, encore aujourd'hui, pensent que Freddy est un homme de gang de rue. Il l'associe avec Danny. Et Danny, c'est quoi son casier judiciaire? C'est des infractions mineures. Mais on pense qu'un gang de rue est probablement
le plus gros criminel qu'il ne peut pas avoir, c'est le môme boucher des Hells Angels quand on pense aux gangs de rue. Donc ça a un impact sur la communauté qui fait en sorte que ben, quand on va postuler pour un emploi, ben, on va faire comme, on ne va pas mettre Montréal-Nord. Quand les gens vont penser à Montréal-Nord, ben, ils vont se dire, je ne vais pas acheter une maison à Montréal-Nord. Quand on voit que les gens sont touchés dans un niveau de pauvreté beaucoup plus élevé comme à Montréal-Nord, et qu'on sait que la population sont des proches aidants, qui sont des travailleurs de première ligne, de premiers soins, et qui aident la population et qui sont plus frappés par ça, est-ce qu'on a eu plus de services à Montréal-Nord? Est-ce qu'on a eu plus de sensibilité par rapport à ça? Absolument pas, à part la population qui s'entraide, qui fait un travail formidable. Donc, on se pose une question, pourquoi il y a autant de manque d'empathie à propos des gens de Montréal-Nord? Mais c'est qu'est-ce qu'une personne qui ne vient pas de Montréal-Nord voit comme image? Et c'est ça la question qu'on doit se poser. Et c'est, excuse-moi pour donner cette longue Non, 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 réponse-là, je pense que c'est essentiel de comprendre le passé pour voir pourquoi les gens ont un si si peu d'empathie pour les citoyens montréalais. Puis moi, je voulais vous montrer juste quelque chose que je pense qui est important pour frapper l'imaginaire des gens qui nous écoutent, si tu me permets. Mais vas-y, Leslie. J'ai peut-être une question, mais ça va aller dans le même sens, justement, dans cette question historique, et on en avait déjà discuté juste en préparant, c'est qu'est-ce qui se passe sur la question de Montréal-Nord et la situation, la mort de Freddy par rapport à, par exemple, la situation à Saint-Michel avant, ou dans les années 80-90. Ça, c'est ma première question, et je te laisse répondre après, j'en aurai une autre par la suite. Mais la situation à Saint-Michel, c'est laquelle tu veux faire allusion, parce qu'il y a beaucoup de choses que je pourrais dire. Mais justement, parce qu'il y a les mêmes images qui sont récurrentes, c'est-à-dire on construit les mugshots, par exemple, que dans les journaux très rapidement. Et là, Benoît aurait été plus, comment dire, à même de répondre que moi, mais c'est-à-dire qu'on voit ces journaux qui arrivent, ces séries d'articles en 2006, même avant, au même moment, avec, sur les gangs, et on va chercher, c'est très exotique, on va aller chercher les gangs, les MS-13 en Amérique latine, ou des situations. Donc, il y a une construction de cet imaginaire médiatique, comme tu le disais, déjà sur un autre territoire, mais qui arrive, j'ai l'impression, et peut-être c'est là où tu pourras me répondre, parce que c'est pas vraiment, moi, j'ai pas grandi là, donc, et tu l'expliquais, toi, dans ta jeunesse, ou quand tu as grandi, qu'il y avait tout, était directement affecté par ces images-là et cet imaginaire médiatique. Absolument, il y a comme une fabulation sur l'image. Puis Saint-Michel était victime de ça, Montréal-Nord aussi à l'époque. Et je me rappelle, il y a un reportage avec le voyou à l'époque où est-ce que les francs-tireurs sont descendus. Et la question du journaliste, c'était comme, bon, il y a un hélicoptère, est-ce que c'est la police qui nous surveille? Est-ce qu'on doit venir avec un gilet pare-balles? Donc, c'est même construit dans les médias, même dans les reportages qu'on va avoir. Et le voyou répondait, ben non, pourquoi les gens ont peur de venir à cet endroit-là? Moi, encore aujourd'hui, des fois, il y a des gens qui vont venir à Montréal-Nord et qui vont me dire, ben, est-ce que je dois porter un gilet pare-balles pour aller à Montréal-Nord? Ils ont cette crainte-là. C'est comme si c'est un quartier qui est aux prises et qui est frappé avec une criminalité extrêmement débordante, alors qu'il y en a, comme dans certains quartiers, puis il y a des poches où est-ce qu'il y en a plus, mais ce n'est pas l'enjeu majeur. Et cette construction-là, dans l'esprit des gens comme Saint-Michel, va faire en sorte que, même parce qu'il y a plus de personnes noires aussi, donc c'est des gens qu'on ne connaît pas, c'est des gens qu'on ne veut pas connaître surtout, donc on essaie de les repousser le plus possible. Et ce qu'on connaît d'eux, c'est ces images négatives qui sont associées avec les membres de gangs de rue. Non seulement ça, on va déconstruire la musique hip-hop aussi à travers ça, parce que la musique hip-hop nous fait peur, donc on la repousse. Et au Québec, s'il y a un endroit qu'on a repoussé ce type de musique-là, ce type de culture-là, Musique Plus ne voulait pas jouer certains clips. Dès qu'il y avait quelque chose qui se produisait avec un chanteur, ben, on faisait, ben, c'est la musique hip-hop. Puis encore aujourd'hui, quand on parle des armes à feu, qu'est-ce qu'on dit? On dit, ben, c'est l'influence de la musique hip-hop sur les jeunes qui fait en sorte que les jeunes sont beaucoup plus armés. Alors qu'on a vu celui qui a apporté les armes à feu, qui est une personne blanche, qui allait à l'Université Sherbrooke, qui travaillait à la Caisse des Jardins, ben, c'est lui qui essayait d'amener un paquet d'armes à feu. Quel genre de musique lui écoute? Est-ce que ça importe? Non, ça importe absolument pas, ça ne change absolument rien. Moi, je me rappelle, dans les années 2012 à Montréal, il y avait la Régie des courses et alcool et jeux du Québec qui refusait d'octroyer des licences pour de l'alcool à des bars s'ils faisaient jouer de la musique hip-hop. Et ça, c'est au Québec. Nous, on a fait des manifestations pour essayer de dire, mais c'est impensable, comment on se ramasse à un endroit où est-ce qu'on ne veut pas diffuser ce type de musique-là? On ne va pas donner des permis pour les gens qui veulent jouer ce type de musique-là, comme si c'est la musique du diable. Donc ça, c'est toutes les associations dans l'imaginaire des gens qui laissent penser que justement la musique est forcément associée avec ça.
quand je parlais de l'incident qui s'est passé avec les Hells Angels, puis il y a une bombe qui a été posée, ils écoutent du rock. Est-ce qu'on a pensé à un seul moment bannir la musique rock des différents bars pour se dire, ben, peut-être c'est eux qui influencent. Quand les gens écoutent du rock, ben, ça peut poser problème. Ça n'a jamais été quelque chose qui fait partie de ces conversations-là. Tu sais. Donc, c'est tous ces enjeux-là sur lesquels on doit vraiment commencer à se questionner en tant que société. Puis moi, ben, c'est ce que je trouvais qui était plus frappant. Je voulais juste vous montrer des images des manifestations qu'on avait tenues pour lutter contre ça, contre la discrimination du hip-hop. À l'époque, on faisait devant le palais de justice avec plusieurs personnes, des artistes hip-hop, pour démontrer que ben, c'est impensable qu'on est en 2012 puis qu'on doit dire ben, pourquoi on essaie d'interdire le hip-hop. C'est complètement illogique. Et ça, on se croirait dans une pratique de Footloose, un vieux film états-unien, où est-ce qu'ils veulent bannir des musiques parce qu'elles sont comme elles vont porter à la corruption des jeunes parce que c'est des danses lascives, et ainsi de suite. Donc, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on met de l'avant? Je vais juste vous montrer une autre image, si vous me permettez aussi. Tu sais. Ça, c'est une image de moi à la mairie de Montréal. Et ça se passe quelques mois, même pas quelques mois, quelques semaines après que Freddy Villanueva a été tué. C'est à l'époque que j'avais des cheveux comme Leslie, hein, ça faisait du bien de le savoir à cette époque-là. Mais tout ça pour dire, on me voit en train de pointer une arme à feu. Ça a été une photo qui a fait la couverture du Journal de Montréal. Moi, je suis à la mairie de Montréal-Nord, à l'arrondissement de Montréal-Nord, pour dire, est-ce que c'est normal qu'un jeune comme Freddy Villanueva qui joue dans un parc se fasse tirer par un policier, bang, une fois, bang, deux fois, que le policier va tirer sur un autre jeune, Denis Méas, qui reçoit une balle dans l'épaule, bang, une fois, il va se tourner, puis il va tirer un autre jeune dans le dos, qui est à 2 mètres de lui, puis qui lui tire une balle. Le policier a capté cette image-là, et j'ai l'air de quelqu'un qui est en train de tirer sur le maire de Montréal-Nord, parce que ça alimente cette image-là que nous sommes des menaces. Alors que je suis en train de dire qu'on vient de subir les impacts de la police et on tourne le dialogue et on tourne la narrative. Et là, je deviens celui qui menace le maire et donc la personne méritait pratiquement de mourir. Et je construis cet imaginaire-là sans savoir, alors que ce n'est pas du tout ce qui s'est produit. Et il n'y a pas de contextualisation. On est en train de complètement de m'attribuer des choses qui ne sont pas. Détourner le propos. Mais en fait, pour reprendre ce que tu disais sur le voyou, en fait, j'avais regardé une interview de lui déjà, je ne sais plus dans quelle émission, mais je trouvais que sa réponse était très intéressante quand l'animateur l'interviewait. Il parlait d'une esthétique déjà dans la musique, en fait, cette production d'image, et il avait un discours très politique, en fait, c'est-à-dire politique au sens de très engagé dans sa pratique artistique et culturelle. Et c'est un peu ce que tu dis. C'est-à-dire que moi, j'allais t'interroger peut-être sur cette idée casier judiciaire qui alimente ce stigmate aussi. C'est-à-dire que est-ce qu'on n'a pas le droit à une deuxième chance, même si on rentre dans ce parcours de criminalisation? Et comment ce stigmate va jouer? Parce que c'est comme si ce stigmate crée une espèce de catégorie de criminels absolus où on ne peut pas revenir, en fait. Et où on ne peut pas s'exprimer parce qu'on prend l'exemple du voyou. Okay? Nous, on a fait une conférence de presse une semaine après la mort de Freddy Villanueva, dont le voyou faisait partie. Donc, il fait partie des conférenciers, expliquer c'est quoi le problème dans Saint-Michel, c'est quoi la réalité dans des quartiers comme Montréal-Nord, qui sont pas mal similaires. Et en faisant cette conférence de presse-là pour dénoncer le profilage racial, demander une enquête publique, dénoncer ce qu'on subit en tant que communauté, qu'est-ce qui est sorti comme premier article dans la presse? C'est que le voyou a un passé louche avec possiblement un casier judiciaire. C'est la première chose qui sort dans les articles. Donc, on est déjà en train, même les gens qui sont en train de dire, ben, on subit des injustices puis on veut les casser, on remet le même processus, on est attribuant des messages pour dire, mais ces gens-là essaient de déranger, puis on va essayer de les casser tout de suite. Et d'associer un casier judiciaire, c'est de te foutre en plein la gueule pour essayer de casser ce que tu es en train de bâtir. Et le voyou est une des personnes les plus riches malheureusement, il n'est plus avec nous, mais c'est une des personnes qui avait le discours le plus riche et qui était capable d'allier la rue et cette compréhension du politique qu'on subissait. Et ça, c'est rare d'avoir des êtres en or comme lui pouvaient le faire. Donc, c'était une des grandes. Mais à chaque fois, tu as des personnes comme ça qui n'ont pas le droit à cette deuxième chance. Donc, tout de suite, on est en train de dire, bon, ben, dès qu'on trouve une petite tâche, ben, on va te marquer. Et ça, c'est la même surveillance qu'on va recevoir dans les écoles. Moi, je vais donner une statistique qui est frappante à Toronto. 14% de la population de Toronto, c'est des personnes noires. Les personnes expulsées des écoles de Toronto, qui sont noires, c'est 50%
des personnes qui sont expulsées des écoles sont des personnes noires de Toronto, alors qu'ils représentent seulement 14% de la population. Ce que ça indique, c'est que les personnes noires sont déjà plus surveillées, même dans les écoles à un jeune âge. On n'a pas ce type de statistique-là ici, mais il y a plusieurs personnes qui ont subi ce type de conséquences-là aussi. Donc, la surveillance est accrue dans tous les niveaux. Elle a un impact qui va laisser des marques et des traces indéniables pendant longtemps pour ces personnes-là. Et c'est un appauvrissement économique prouvé à l'égard de certaines personnes. Parce que quand tu te ramasses dans cette stigmatisation-là, ben, tu n'auras pas accès au même type d'emploi, mais tu as plus de chances aussi d'être contrôlé par la police. Donc, quand tu vas avoir une maison où est-ce que tu habites, ta propriété va perdre la valeur aussi, parce qu'on va se dire, ben, on ne veut pas aménager là-bas, donc tu as plus de difficultés à vendre ta maison. Et je vais juste vous montrer un exemple pour partager mon écran, là, parce que je sais qu'on va passer aux périodes de questions quand même assez tôt. Je ne sais pas qui d'entre vous avait déjà pris juste le temps de faire une petite recherche sur les images, un Google Search de Montréal-Nord. Moi, j'ai dit, bon, ben, je vais prendre le temps de le faire juste pour montrer ce que ça pourrait être. Donc, je fais juste peser le bouton Image pour Montréal-Nord. Et qu'est-ce qui est associé tout de suite? Jeune homme blessé par balle. Montréal-Nord, des réalités qui varient. Un déconfinement qui fait craindre, bien sûr. Montréal-Nord, des intercelles, on parlait des gangs de rue encore. OK? On continue encore les images de la police qu'on voit partout. Coronavirus, on voit de l'incendie criminel, frappe anti-drogue, Montréal-Nord. Et ça continue, ça continue. Ça, c'est juste une simple recherche Google sur Montréal-Nord. Maintenant, j'ai dit, je vérifie avec d'autres quartiers pour voir qu'est-ce que ça donne. Avec Ontic, qui est juste à côté, le quartier voisin, c'est quoi que ça nous donne comme image? Et là, on voit qu'on est complètement ailleurs. Juste regarder visuellement, ça apaise les yeux. On est juste les voisins, le quartier voisin. Et c'est ça qu'on voit comme type d'image. Moi, je trouve que juste de voir ça, c'est quand même assez frappant. Et maintenant, je vais essayer d'aller voir le prochain quartier. C'est juste que je ne peux pas déplacer. OK, ouais, voilà. Je vais voir Rivière-des-Prairies, qui est le quartier voisin aussi. Quelles images qu'on voit pour Rivière-des-Prairies? Là, on voit des images de la rivière. On regarde du vert, de la nature. Il y a une image de danger, mais c'est à cause de l'eau, c'est des inondations. Donc, c'est ça la menace. Un oiseau. Est-ce que vous voyez les images qu'il y avait eu avec Montréal-Nord? C'est frappant. Saint-Léonard, qui est aussi le quartier voisin. Qu'est-ce qu'on va voir avec Saint-Léonard? Saint-Léonard, eh bien, voilà une église, un quartier, des maisons, le pavé, hein, Saint-Léonard, les Italiens, on voit complètement. Et je vous rappelle, ça, c'est la seule image qu'il y a, c'est une adolescente abattue. Puis on se rappelle, c'est Myriam Boundaoui qui a été abattue dernièrement. Il y en a une seule parmi toutes ces images-là. Et ça, c'est juste une recherche Google. Et maintenant, on pense à Saint-Michel, parce qu'on se dirait, ben, le quartier Saint-Michel, justement, était attribué avec ça aussi. Mais ça aussi, ça a changé au fil du temps. Si on va dans le quartier Saint-Michel, dans les images, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, c'est plus la même chose. Là, on voit de la verdure, il y a Saint-Michel-Villeray, ça a changé aussi. Donc, on voit que le discours négatif est constamment associé avec Montréal-Nord, parce que dès qu'on fait la recherche, qui a le goût d'aller là-bas? Juste avec une recherche Google, qu'on pense la puissance des médias, si on fait juste ça, ça résume toute notre conversation qu'on a aujourd'hui, juste à travers une petite recherche Google. Et justement, j'ai peut-être une troisième et dernière question avant qu'on passe à la période des questions avec le public. Juste dans ce contexte transmédiatique, comme tu dis, l'algorithme de Google, les images de la presse écrite, tout ce qu'on va raconter, le discours qui va être produit, comment toi, ton travail de réalisation et ton travail artistique et cinématographique va répondre à cette situation, à cette configuration? Parce que je me rappelle, par exemple, pour le documentaire que tu as fait sur le hip-hop, que j'avais vu il y a quelques années, mais aussi même plus récemment avec Mbella, par exemple. Je pense j'ai l'impression que justement, tu prends ce contexte et tu proposes quelque chose d'autre. Absolument. Puis j'irai même dans République Basket qui couvre le basketball à Montréal-Nord, un des tournois qui, moi, m'a aidé en tant que jeune et qui était peut-être la seule chose positive qui arrivait à Montréal-Nord. On disait que c'était notre grand prix pour nous à Montréal-Nord. C'était le tournoi qu'on attendait à chaque été pour pouvoir se rassembler avec tous les jeunes. Et j'ai décidé de faire un documentaire qui est à propos de ce tournoi-là pour montrer les jeunes comment eux-mêmes s'organisent. Parce qu'on a toujours une image des gens qui viennent nous organiser. Et pour moi, c'était important de démontrer justement cette richesse-là qui était au sein des jeunes. Là, tu as parlé du film Kimbella jusqu'à la victoire. C'est un film qu'il faut comprendre, un portrait d'une personne noire que personne ne connaît. Quelles sont les chances que ce film-là soit accepté ou vendu dans n'importe quel type de média? Et c'est quoi les difficultés auxquelles j'ai eu à faire face? Moi, j'ai des gens, quand j'ai présenté ce projet-là, qui m'ont dit, mais pourquoi on fait un film sur cette personne-là? C'est qui cette personne-là? Parce qu'on s'attend, quand on fait un film,
sur les personnes noires, ça doit être un personnage plus grand que nature. Ça doit être Nelson Mandela, ça doit être Angela Davis, ça doit être Malcolm X, et ça, c'est normal. Mais pour les personnes qui sont non noires, on n'a pas besoin, on n'a pas ces attentes-là. On peut faire un film sur n'importe qui, puis on trouve ça intéressant. Et je trouvais ça désolant de voir qu'on n'avait pas ce type de film-là. Et là, on parle du cancer, et ça arrive très peu dans les communautés noires qu'on parle de ces enjeux-là à la télévision. Et pour moi, c'est important de faire ce film-là pour montrer que cette personne-là, qu'on ne connaît pas, on finit par tomber en amour avec elle par ses valeurs, par qui elle est, par son humanité. Et quand je présentais ce film-là à des endroits comme Rimouski, quand je suis allé présenter à Sept-Îles, quand je l'ai présenté à un paquet d'endroits à l'extérieur, les gens savaient se reconnaître dans ce que lui portait, son rêve de faire de la permaculture, de faire un retour aux terres, parce qu'on porte des valeurs communes qui ont été cassées dans l'imaginaire des gens. On pense qu'on est complètement différents à tellement d'égards. Et oui, on a des différences, je ne vais pas dire le contraire, mais on a beaucoup de similarités qu'on ne croit pas qu'on a. Et quand on arrive à se reconnaître dans une personne comme Alain Philortette, dans un film comme Kimbella jusqu'à la victoire, ben pour moi, c'est signe que il y a tout un travail de déconstruction qui se fait dans une œuvre cinématographique qu'on ne pourrait pas croire. Et le film sur le hip-hop était ça aussi. Le film Alice Simple en Haïti que j'ai fait est le même exemple aussi. Souvent, on voit les ONG, c'est des personnes blanches qui vont venir nous aider dans des endroits comme en Haïti, alors que le premier revenu de la population haïtienne, c'est toute la diaspora qui renvoie cet argent-là à cet endroit-là. Donc, pour moi, c'était important de documenter ça, puis de montrer, puis de combattre ce message-là. C'est sûr qu'une seule personne comme moi, ça. Il y en a plusieurs qui font ce combat-là, mais c'est essentiel parce que maintenant, la masse de médias qui nous bombardent de messages stéréotypés négatifs, on a juste à le voir avec le Journal de Montréal qui fait ce travail à la PAM, qui passe des médias papier, qui passe des médias d'information, qui passe dans ces produits qu'ils vont faire pour commercialiser, à l'Internet aussi. Donc, ça n'arrête plus. Et ça contribue grandement à perpétuer ces stigmas-là au sein des populations. Merci beaucoup, Will. Je pense qu'on va passer à la période des questions avec le public. Je ne sais pas si Maya, tu veux faire rappeler un peu comment... Ah, je crois qu'il y a déjà 3 questions en fait. Donc, c'est un commentaire et une question, et la troisième, je ne suis pas sûre de comprendre. Qu'est-ce que c'est? C'est 3 mots code. C'est une charade, je ne sais pas. Mais oui, effectivement, donc vous avez l'espace Q&A, mais on peut aussi donner la parole aux personnes s'ils souhaitent plutôt verbaliser leurs questions. Donc, si vous voulez plutôt parler, vous pouvez utiliser le lever la main qui est juste à côté de QR. Et puis, sinon, vous pouvez juste écrire vos questions. On va commencer par celles qui ont déjà été écrites pendant la discussion, puis on donnera la parole après aux personnes qui veulent prendre la parole. Est-ce que bon. Je te redonne le... Oui, je peux y aller avec le premier commentaire de Daniel Salmeron qui dit « J'entends ces préjugés chaque fois que je dis que je travaille à Montréal-Nord et j'ai beau argumenter, on ne me croit pas. » Donc, c'est un commentaire. Je ne sais pas si tu veux réagir, Will, ou... Ben, je pense que ça, c'est partagé par tellement de personnes. Hein. Moi, je vois le nombre de personnes qui viennent à Montréal-Nord, qui s'attendent au pire et qu'après, ils font comme « Ah, OK, ben, c'est ça, Montréal-Nord. » Mais en même temps, Montréal-Nord est multiple. Hein. Montréal-Nord, on a une image qu'on voit souvent du même endroit, qui est Pascal Lapierre, comme si c'était la représentation totale de cette communauté-là. Mais quand je regarde les gens qui sortent de Montréal-Nord, après ce qu'ils subissent, parce qu'il y a aussi l'impact de l'école sur la population, moi, j'ai une grande fierté parce qu'il y en a beaucoup qui vivent dans des conditions qui sont inacceptables aussi. Il ne faut pas se mentir. On le voit aussi dans certains quartiers. Et ces conditions-là font en sorte que nous, on a tellement peu d'empathie pour cette population-là qu'on préfère fermer les yeux sur ce qu'eux subissent à certains endroits. Et c'est ça que je trouve qui est absolument dommage, parce que Montréal-Nord devrait être l'endroit où est-ce qu'on investit massivement tout, non seulement nos investissements, mais qu'on investit tout notre savoir pour faire en sorte que, ben, on va collaborer, on va co-créer, on va travailler avec eux pour faire en sorte qu'on puisse sortir ces personnes-là qui subissent des conditions qui sont complètement absurdes. Donc, n'importe quelle poche de pauvreté, il y a des endroits à Hochelaga aussi, mais qui ne sont pas autant associés avec une image négative comme Montréal-Nord, malheureusement. Merci. La deuxième question, c'est de Paul Robitaille. À la lumière de tout ceci, conscient de tout ceci, comment on fait pour changer le narratif, Will?
Oui, la question de la députée provinciale, Paul Robitaille, bonjour. Elle a levé la main pour parler, fait que je ne sais pas si vous vouliez faire en sorte quelque part. Mais tout ça pour dire comment qu'on fait pour changer cette narrative-là. Je pense qu'il faut des gens à Montréal-Nord qui ont le cœur sur la main, pour qui c'est important de s'investir, et il y en a énormément. Si ce n'était pas des organismes communautaires, des intervenants et intervenantes, des professeurs, de la population elle-même qui se prend en charge, qui se prend en main, je pense que Montréal-Nord serait dans une pire situation. Et le problème qui arrive, c'est quand il y a des gens qui arrivent à Montréal-Nord, qui tombent sur des sièges, je pense à des politiciens, politiciennes, euh, et qui sont là depuis longtemps et qui ont des sièges de garantie. Et pour eux, c'est pas si important de lutter contre certaines choses. Le plus important, c'est de garder leur position, garder certains privilèges, et ils ne se soucient que très peu pour la population. Quand je regarde ce qui s'est passé au début de la COVID, j'ai vu les actions de Parole d'exclus, à titre d'exemple, avec le camion, pour voyager dans les rues, pour encourager les gens à comprendre les mesures de sécurité. Nous, on a commencé avec Woodstock à distribuer les masques gratuitement. Ça ne se faisait nulle part partout à travers le Canada. Ce n'était pas une pratique qui était faite. On a commencé à distribuer par la suite des portables parce qu'on parlait de la fracture numérique, qu'on parlait depuis déjà 2016. C'est quelque chose qui existait depuis longtemps. D'autres organismes parlaient déjà, comme Parole d'exclus, la Chapelle, d'avoir une clinique de proximité. Si tout ça avait été là avant la crise, ça aurait atténué les impacts que ça a eu sur la population. Mais on n'écoute pas, on n'essaie pas. La créativité, elle est présente. C'est quel type de support qu'on reçoit véritablement. Et pourtant, on a des politiciens, politiciennes qui font partie des partis au pouvoir et qui devraient être capables d'amener ces pensées-là et de contribuer à changer ce qui se passe à Montréal-Nord. Donc, c'est pour ça que je dis, la créativité, c'est pas quelque chose qui manque à Montréal-Nord. Et souvent, on blâme la population pour tout ce qu'ils vont et ce qu'elles vont subir, parce qu'on parle même pas du profilage racial que les jeunes vont subir continuellement, tu sais. Et moi, je me demande souvent, en fait, je dis souvent que la population est quand même très bonne et très gentille parce qu'ils ont des raisons pour se révolter plus que les 2 fois qu'ils l'ont fait. Parce que avec tout ce qu'on voit, ils pourraient se lever à chaque jour pour dire ça, c'est inhumain ce qu'on fait subir à certains. Merci beaucoup, Will. Maya, j'allais te proposer qu'on passe la parole à Ricardo Gustave qui a levé la main et Marie Simard aussi dans le chat. Peut-être si on peut ouvrir leur micro. Je voulais juste voir si Paul, qui a aussi levé la main, voulait rajouter quelque chose. Je vais juste lui donner une minute. Là. Vous pouvez parler si vous voulez, Paul. Ah, bon. Je vais donner la parole donc à Ricardo. Ah, quelle photo, hein? Ah, je l'ai le micro. Ah, OK, là, ça marche. Mais je ne sais pas. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui. Oui. OK. Je ne sais pas si vous me voyez. Ah oui, vous me voyez là. Oui, c'est ça. On est, comme politicien, des fois, on est un peu dans un catch-22. Moi, je suis une ancienne journaliste, puis pour moi, les histoires des gens, c'est vraiment important. Puis à Montréal-Nord, je raconte des histoires. Je veux raconter des histoires pour justement contrecarrer le narratif négatif d'une certaine façon. Mais en même temps, Will, rappelle-toi, au début de la pandémie, on a levé la main. Moi, j'ai déjà le 15 ou le 16 avril, j'ai vu les statistiques, puis je l'ai dit, puis j'ai dit, il se passe quelque chose à Montréal-Nord, il faut agir. Et là, il y a quelque chose de vraiment bizarre qui m'est arrivé, c'est que j'ai eu des critiques à mon égard parce qu'on m'a dit, mais Paul, tu parles de Montréal-Nord, tu dis qu'à Montréal-Nord, comment je pourrais dire, tu énonces un problème à Montréal-Nord, puis on va encore stigmatiser Montréal-Nord, puis il ne faut pas faire ça. Puis là, moi qui est nouvelle politicienne, puis qui est une ancienne journaliste, j'ai dit, voyons donc, ça n'a pas d'allure, il y a quelque chose qui se passe, ça va mal, les gens ont peur, il faut faire quelque chose. Et avec des collègues élus, j'avais une différence, une toute autre différence, une approche toute différente. Et c'est vrai que des fois, on est pris un peu entre l'arbre et l'écorce, dans le sens que pour que ça change, il faut que tu dises qu'est-ce qui va mal. Puis il ne faut pas que tu aies peur de dire ce qui va mal. Mais en même temps, c'est pas que ça va. L'image de Montréal-Nord, c'est pas juste ça.
Et c'est les histoires et c'est les gens et c'est cet endroit qui est fabuleux puis qu'il faut raconter. Mais des fois, c'est difficile parce que si tu veux que ça change, il faut que tu parles des problèmes de santé puis de la nécessité d'une clinique de proximité. Donc, c'est d'un mini CLSC. C'est tout ça ensemble, mais donc, c'est une problématique c'est pas facile, mais moi, je me dis, puis je t'écoute, Will, puis merci beaucoup, puis c'est important qu'on le dise et qu'on le redise, mais j'imagine que la solution, en fait, le problème fait partie de la solution. C'est-à-dire qu'il faut contrecarrer ce message-là en envoyant plein d'images qui vont annuler ce qui était dans le passé, puis en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Et ça, bien humblement, puis je vais arrêter de parler parce que la parole est à vous. Et ça, bien humblement et considérant que je ne suis pas une personne racisée, mais en tout cas, merci pour la discussion. Puis, tu sais, merci pour le commentaire. Puis, tu sais, c'est vrai qu'on a travaillé avec Paul pour certaines choses dernièrement. Puis, c'est rare de voir des politiciens à Montréal-Nord agir de la sorte. Puis, c'est pas la famille, normalement, les libéraux du tout. Mais je pense que des fois, c'est juste l'implication, puis d'essayer de comprendre, puis d'avoir un peu d'empathie pour l'autre personne. Mais il y a deux choses, en fait. Puis, je vais répondre à une autre des questions qui est posée. C'est que c'est important d'entendre la narrative des personnes qui vivent à Montréal-Nord. C'est important aussi de les accompagner, si possible, à ce qu'eux puissent passer leur message plutôt que ce soit les médias qui décident qui prennent la parole. Et quand les médias décident qui prend la parole, moi, je l'ai vu parce que je fais un documentaire qui retrace l'histoire des archives de Freddy Villanueva et je voyais la sélection des images qu'eux ont décidé d'avoir comme commentaires plutôt que d'avoir les commentaires d'une personne, la soirée des émeutes, qui est en train de dire le problème que les policiers ont sur la communauté, de dire les choses magnifiques que les gens font pour s'entraider, pour essayer de lutter contre ça. On a choisi de dire, ah, ben, j'ai peur à Montréal-Nord, puis c'est une personne blanche qui est en train de raconter ça. Donc, comment ça se fait? On construit une narrative encore qui évite de parler de ces sujets-là. Et en même temps, il y a beaucoup de politiciens au fil des ans qui ont travaillé très, très fort à casser une image de Freddy Villanueva. Nous, on voulait célébrer Freddy pour dire que cette histoire-là, elle est importante et qu'il ne faut pas l'oublier. Beaucoup de personnes ont dit, mais c'est associé avec des choses négatives. Et quand on posait la question, mais quelles sont les choses négatives qui sont associées avec Freddy Villanueva, en fait? Parce qu'on veut tous que cette histoire-là ne se répète pas. Je suis sûr que les policiers préféraient que quelqu'un comme ça ne meure jamais aussi, tu sais, puis qu'on va faire des interventions différentes. On a essayé d'avoir une murale, on a essayé d'avoir des œuvres à sa mémoire. Et politicien après politicien, on nous refusait cette image-là. Parce que même dans l'image des politiciens, si on mettait Freddy Villanueva sur une murale, pour eux, ça représentait l'image stéréotypée des jeunes de Montréal-Nord. Et pour nous, ça représente l'image de tous les Nord-Montréalais et tous les stéréotypes qu'on veut casser. Et c'est ça qu'on veut valoriser parce qu'un jeune, il va se reconnaître beaucoup plus dans un Freddy Villanueva selon ce qu'il a vécu, que beaucoup de ces politiciens, et je dirais même beaucoup des policiers qui naviguent dans le quartier. Tu sais. Donc, d'avoir cette image-là, elle bâtit une histoire forte qui ne cache pas ce qui s'est passé avec Freddy Villanueva et qui fait en sorte qu'on se dit, ben, on va apprendre de cette histoire-là, puis on va bâtir quelque chose qui est beaucoup plus puissant et on n'efface pas la mémoire de ceux qui ont contribué à notre société comme Freddy, des gens qu'on aime, parce que Freddy, en fait, c'est vraiment nous. Et ce que vous essayez de cacher comme image, c'est mon image à moi aussi. C'est l'image des jeunes qui sont encore là dans ce quartier-là aujourd'hui. Donc moi, c'est ce que je trouve dommage de la part de certaines personnes au fil des ans qui ont cassé et qui ont déconstruit cette image-là et qui ont contribué grandement à ça parce que quand on regarde partout aux États-Unis, à d'autres endroits, quand il y a une personne qui se fait tuer par la police, on n'a pas cette honte-là, on est capable de montrer cette image-là. Mais à Montréal-Nord, on a beaucoup de recul, malheureusement, avec certains de ces politiciens. Merci beaucoup, Will. Je pense qu'on peut passer la parole à Ricardo Gustave. Salut Will, salut Leslie, mon ami, salut Maya, salut tout le monde. Et vraiment, merci pour cette intervention très riche d'expérience. On te connaît très bien là-dessus. La réflexion qui me vient à l'esprit, c'est que les réseaux sociaux, c'est une transmission d'images de propos racistes à propos de la communauté noire et aussi à propos de... Mais paradoxalement, les réseaux sociaux peuvent être aussi un outil de changement de narratif sur Montréal-Nord et sur la communauté noire. Alors je me demande comment changer le narratif médiatique sur Montréal-Nord et aussi sur la communauté noire par les réseaux sociaux.
Je pense que, tu sais, nous, on a essayé de construire avec Woodstock, on a fait des capsules vidéo avec Stéphanie Germain qui parle de Woodstock sur un sujet complètement différent pour essayer de dire, maintenant, on est capable de construire nos propres médias au lieu d'attendre les autres personnes qui le fassent. Il y a de plus en plus de personnes aussi qui proviennent de Montréal-Nord qu'on a accompagnées pour prendre la parole dans les médias, pour pouvoir entendre ces voix-là, que ce soit pour bâtir, construire ou n'importe quoi d'autre. Tu sais, on regarde les actions de la clinique juridique qui a été faite, qui est portée par Marie-Olivia, qu'on entend de plus en plus. On regarde aussi les différentes actions qui ont été menées aussi en entendant Bouchra, des voix comme ça. Et les gens s'y reconnaissent beaucoup. Je regardais pour le mois de l'histoire des Noirs, les jeunes dans des écoles au primaire qui avaient les noms de Fabrice Ville, d'Émilie Nicolas, de Will Prosper, qui étaient affichés. Et je pense que les professeurs sont en train de faire un travail aussi de déconstruction. Et je pense à Lugensdorf aussi, qui joue au basketball, le nom qui était affiché. Chris Boucher aussi. Et de plus en plus, je pense qu'à travers les réseaux sociaux, les gens commencent à faire ce type de message-là. Ils commencent à construire cette narrative-là qui est complètement différente. Et nous aussi, on doit commencer à se l'approprier. Ça ne veut pas dire que tout va bien pour autant à Montréal-Nord, mais est-ce qu'on peut mettre les initiatives qui sont vraiment valorisantes par la communauté? Et l'exemple des jeunes leaders qui ont décidé de distribuer ces masques-là, comportait ce message-là avec ces jeunes-là, mais c'en est un de ces exemples-là aussi. Donc, je pense qu'il y en a de plus en plus et qu'on est capable d'en faire encore plus, c'est sûr et certain, mais les médias sociaux sont définitivement un véhicule où est-ce qu'on peut contrecarrer les messages médiatiques. Et moi, j'irais jusqu'à un point où est-ce que je réfléchissais dernièrement. On sait tous le dommage qu'un média comme Québécois, comme le Journal de Montréal, fait à l'égard de nos populations. Et c'est eux qui sont vraiment divisifs de la société. C'est pas le reste de la population. Nous, on se bat pour avoir une société plus juste et égale. Eux, ils se battent pour essayer de préserver quelque chose qui n'existe pas, préserver sur des questions identitaires, alors que tu leur demandes, mais c'est quoi les questions identitaires? Est-ce que tu peux me les identifier? Demande à Mathieu Bock-Côté. Okay? C'est quoi? Comment tu définis l'identité québécoise? Il ne va jamais oser faire ça. Pourquoi? Parce qu'on va tous s'y retrouver ou il va démontrer qu'il y a des propos qui peuvent être vus comme étant racistes. Donc, il ne peut pas dire quelque chose comme ça. Donc, il va surfer continuellement en disant identitaire, identitaire, sans forcément le définir. Moi, j'aimerais l'entendre un jour qui me définisse c'est quoi ses enjeux, sa culture identitaire. Donc, tout ça pour dire que si on arrive justement à construire ces images-là ou juste à les mettre de l'avant, puis qu'elles sont portées par les jeunes, qu'on leur donne la parole, parce que les jeunes ont tellement de choses qui sont riches à entendre, puis je pense que ça peut casser le discours. Si on faisait juste une semaine par mois, ou est-ce que c'était juste des jeunes de secondaire qui faisaient les médias, puis là, je ne parle pas des médias sociaux, mais je parle de tous les médias, je pense que la société se sentirait bien mieux. Ça serait tellement du bien, ça serait tellement régénérateur de les entendre, alors que là, on entend toujours les mêmes voix, malheureusement. Mais est-ce qu'on est prêt à aller jusque-là? Merci Will, merci Ricardo pour la question. Je vous propose qu'on alterne entre une question à l'écrit et un passage de parole pour les gens qui ont levé la main. J'ai vu que Will, tu proposais de répondre à la question de Jacques Bordage. Il y a une des questions qui a disparu, mais c'était surtout sur l'idée de l'image Google sur Aunsik. Oui, c'était juste une Google Search de Huntsic, qui est le quartier voisin. Donc, je ne sais pas si c'est une question ou une recherche. Je crois qu'il y avait un autre commentaire qu'on a C'est en effacé. lien Donc, avec les trois mots qui avaient apparu. En fait, je pense que la personne voulait juste clarifier pourquoi elle avait écrit ça. Mais je ne pense pas que c'est une question. Okay. Ah ouais. Et je crois que Marie Simard avait levé la main dans le chat. Je te laisse lui donner la parole, Maya. Marie, tu peux prendre la parole. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui. Oui. OK. Marie Simard, chargée de mobilisation pour Parole d'exclus, site Pelletier, entre autres. Bien, en fait, j'avais envie de témoigner de deux choses. L'une, Will, tu mettais en évidence là, que ça fait longtemps qu'il y a des clochettes d'alarme qui sont mises à Montréal-Nord. Et avec la pandémie, en ce moment, c'est le feu qui est pris là. Donc, il y a une urgence. J'ai dernièrement tapé à 2 mains sur le bouton d'urgence. Là. Il y a des choses qui sont en train de bouger. Et en fait, c'est vraiment dommage qu'on soit obligé d'être dans des situations comme ça pour faire avancer les choses. Parallèlement, il y a
plein de compétences au niveau citoyen. Il y a plein d'idées extraordinaires qui ne demandent qu'à être appuyées, écoutées. Et il faut savoir que moi, en tant que chargée de mob, l'image que j'ai ce soir, c'est que je me retrouve un peu comme une poule pas de tête à aller sonner à gauche, à droite, pour mettre à la fois en évidence les projets et aussi de convaincre les gens pour les projets et aussi pour qu'on vienne en aide à ces personnes. Et évidemment, tout ça, ça se reflète aussi dans les médias. L'autre chose que je voulais dire, c'est que pendant la pandémie, évidemment, les médias se sont virés vers Montréal-Nord, vers nous. On a reçu plein de demandes médiatiques. J'ai vécu à 2 reprises, je vais les nommer, Radio-Canada et Le Devoir, une des demandes de spectacle. Il y a même un journaliste qui a osé me dire « il n'y a que ça ». En fait, je mettais en évidence, moi, les belles initiatives citoyennes parce que les citoyens ont été extrêmement solidaires. Il y a des filets sociaux qui se sont créés. Ils n'ont pas été inactifs pendant la pandémie. Ben, le Devoir idem, qui était venu prendre des photos, ce n'était pas suffisant pour eux. Donc, les 2 reportages n'ont jamais paru. Donc, voilà, c'est ce que je voulais. C'est que nous aussi, sur le terrain, quand on parle aux médias, on a un rôle à jouer pour faire changer justement cette image. Hein. On a une responsabilité de ne pas répondre à leurs demandes. C'était surtout ça mon message. Merci. Merci Marie. Puis, tu sais, tu as touché aux enjeux de la pandémie, puis comment ça a exacerbé toutes les inégalités qu'on vit présentement à Montréal-Nord. Et quand je regarde les enjeux d'insécurité publique qu'on a vécu dernièrement, et la seule solution qui est amenée, c'est de dire on va augmenter le nombre de policiers comme étant une solution. Quand un politicien ou une politicienne a recours à ça, c'est qu'elle a failli à sa tâche pendant plusieurs années. Si ces personnes-là avaient écouté, ça fait moi, depuis que je suis à Montréal-Nord, je suis juste au courant qu'il y a 2 travailleurs de rue à Montréal-Nord, dans un quartier qui a une population de 83 000 personnes. Il y a des endroits au centre-ville où est-ce qu'il y a des cinquantaines de personnes qui travaillent dans ce type de travail-là d'intervention de proximité. Nous, on a 2 travailleurs de rue et demi présentement, en sachant qu'il y a ces enjeux-là. On a des organismes, dont cet organisme-là, Café Jeunesse, qui demande d'avoir plus de soutien pour avoir plus de travailleurs de rue. Il y a d'autres organismes qui s'intéressent à faire ce type de travail-là aussi. Et malgré tout, on arrive maintenant au mois d'avril, on n'a pas plus de budget. On a reçu des budgets de la part de la Ville-Centre pour dire, bon, on va vous donner 400 000 $, mais on continue à attendre pour avoir des travailleurs de rue. Quand je parlais qu'il n'y avait pas de clinique de proximité en lien avec la COVID, si on l'avait eu avant, mais on aurait pu répondre beaucoup plus rapidement à ces enjeux-là. Si on avait adressé les enjeux d'insalubrité dans nos logements, mais les gens qui sont pognés pour être enfermés dans leur appartement en ayant des champignons qui vont développer des maladies respiratoires maintenant, mais ils ne seraient pas autant malades qu'ils vont l'être dans les prochaines années. Si on avait lutté contre la fracture numérique, parce qu'on a une population qui a environ 15% des gens qui n'ont pas accès à l'Internet dans le quartier nord-est, peut-être ces gens-là auraient accès à l'éducation parce qu'il y a beaucoup de ces jeunes-là, malheureusement, qui n'ont pas pu suivre leurs cours comme les autres. Et maintenant, ils vont retourner dans les écoles publiques ou quand ils retournent dans les écoles publiques ou primaires, ils ont du retard. Et quand ils ont du retard, ça fait en sorte que le professeur doit dédier plus de temps pour ces personnes-là. Et quand on dédie plus de temps, ça veut dire qu'on dédie moins de temps pour les autres élèves. Ça veut dire que c'est toute la communauté qui est en train de décoper à cause du manque de décisions politiques pendant des années par des prises de décision qui n'ont jamais été faites. Si on avait lutté contre le profilage racial en mettant plus d'intervenants déjà dans les rues, on aurait fait en sorte qu'il y aurait beaucoup moins de criminalisation de nos jeunes aussi. Donc, moi, je suis extrêmement frustré de voir la situation d'aujourd'hui à Montréal-Nord parce que c'est un cri d'alarme qu'on lance depuis plus de 12 ans. Et là, on se retrouve dans une situation où est-ce que tellement peu a été fait que Montréal-Nord brûle depuis tout ce temps-là. Et ça, il y a beaucoup de politiciens et politiciennes qui doivent se regarder dans le miroir parce qu'ils ont du sang sur les mains aujourd'hui. Merci, Will. On a une question dans la partie questions et réponses de Émilie Nicolas sur quel message au singulier à passer aux étudiantes et étudiants en journalisme.
Ça, c'est important parce que souvent, il va y avoir ce qu'on pourrait appeler du tokenisme. Puis Marie vient d'en parler un peu, hein. C'est de venir voir à Montréal-Nord puis chercher des images de sensationnalisme. Et ça a un risque énorme pour la communauté parce qu'on fait juste contribuer à cette image stéréotypée. Donc, quel type de reportage? Est-ce que les gens vont être vraiment à l'écoute? Est-ce qu'ils vont avoir une compréhension assez aiguë des enjeux? Moi, j'ai vu comme documentariste beaucoup de réalisateurs et réalisatrices qui allaient dans certains endroits et qui faisaient du safari documentarisme. Donc, de voir de loin, de documenter puis de dire c'est ça qui se passe, alors qu'il faut être à l'intérieur pour comprendre véritablement la richesse. Parce que même si de loin, ça peut paraître comme un taudis dans leur tête, ou dans la tête des gens, qu'on se rapproche, on voit la richesse et la sagesse que possèdent ces personnes-là. Donc, il y a une grande différence dans les deux. Tu ne peux pas arriver puis juste dropper une fois de temps en temps, puis aller faire une couverture médiatique pour parler de certains enjeux, parce qu'après ça, avec ce que tu vas mettre dans les médias, ça va avoir un esti d'impact sur la communauté. Et après ça, nous, on est prisonniers de cela. Donc, il faut comprendre, il faut parler aux bonnes personnes pour pouvoir essayer de documenter ce qui se passe. Et je pense qu'une des responsabilités qui serait vraiment intéressante, c'est d'avoir de plus en plus de journalistes qui soient issus de ces communautés-là. Est-ce que, tu sais, je pense que cette voie-là doit être portée de plus en plus par ces jeunes-là. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire. On essaie de développer des podcasts. On n'est pas les seuls, là. Il y en a plusieurs qui font ça aussi, ce type de travail-là, pour qu'on ne subisse plus euh, l'impact des médias sur nos communautés, pour que ce soit nous qui dominons cette narrative-là. Merci, Will. Je crois qu'il n'y a plus de main levée, donc on peut passer tout de suite à la prochaine question. De F. Torres à la table de quartier de Parc Extension. En fait, comment on déconstruit les images médiatiques? Question. Est-ce que les médias alternatifs sont la solution quand on sait que les gens voudraient cibler, qu'on voudrait cibler se nourrissent beaucoup de médias mainstream? Puis il y a Auda et Sassi qui pose une question qui va dans le même sens, fait que j'essaie d'y répondre. Doit-on arrêter de parler à certains médias? Ils ne veulent que du sensationnalisme. C'est désolant. Et je regarde, puis je vais faire un parallèle qui est quand même assez large. Je regarde toutes les campagnes qui ont été menées aux États-Unis, en Alabama, pour le mouvement de contestation avec Rosa Parks, avec Martin Luther King à l'époque, pour dire, ben, vous voulez faire en sorte que ça soit plus cher pour nous, ben, on va faire en sorte que nous, on va s'équiper comme communauté pour se prendre en charge. Et ces médias-là, présentement, comme Québécois, font en sorte que ces impacts-là sont très chers pour les conséquences qu'on a sur nos communautés. Et ça fait en sorte qu'on a des gouvernements qui vont même mettre des mesures comme la loi 21 pour des problématiques qui ne sont pas vraiment existantes, qui vont construire des commissions Bouchard-Taylor pour adresser des enjeux alors qu'ils ne vont pas adresser les enjeux de racisme systémique. Ça va faire en sorte qu'ils vont essayer de voir par rapport à la liberté académique plutôt que les élèves qui subissent du racisme comme à l'école Henri Bourassa et mettre des mesures pour essayer de lutter contre le racisme. Et ça, c'est construit par les médias parce que c'est une prédominante de personnes boomers blanches qui vont contrôler ce type d'informations-là. Et quand ces gens-là craignent, ben, on trouve tout de suite des solutions. Quand c'est des gens qui sont issus des communautés qu'on racise, qui subissent de véritables impacts, on ne fait absolument rien. Et ça traîne. On regarde, on est même prêt à nommer quelqu'un qui est complètement néophyte par rapport au poste de ministre contre la lutte contre le racisme. Et on va dire cette personne-là, c'est la personne la plus compétente. Et alors qu'une personne comme Boshra Monaï, que tout le monde connaît, on va la nommer comme commissaire à la ville de Montréal pour lutter contre la discrimination. On va dire que cette personne ne devrait pas être en poste parce qu'elle est une menace pour nos valeurs. Donc, c'est là qu'on voit que c'est deux poids mesures et tout ça est alimenté par ces médias. Donc, le point que je voulais dire par rapport au boycott, est-ce qu'on ne devrait pas se questionner, puis là je lance la question, à se dire, ben, on doit lancer un boycott non seulement au Journal de Montréal, mais à tout ce qui tourne alentour de ça. Est-ce qu'on devrait avoir Vidéotron comme service Internet? Est-ce qu'on devrait avoir nos cellulaires avec eux? Parce que l'impact économique que ça a sur nos communautés, les communautés qu'on racise depuis longtemps, l'impact que des personnes vont subir aussi. Parce qu'on ne pense pas à Mathieu Côté qui écrit contre des journalistes, parce que je pense à Nicolas, je pense à Fabrice Ville, je pense à Carla Beauvais, je pense à moi-même, ce qu'on subit, l'impact émotionnel pendant longtemps, ça dure aussi. Et ça laisse des séquelles aussi. Donc, pourquoi on encouragerait ce type de médias-là à poursuivre ce travail de division qu'ils sont en train de faire auprès de certaines personnes de la population? Si on menait une campagne
comme Rosa Parks l'a mené, pour dire non, on va faire nos médias, on va faire nos trucs. Et vous, non seulement ça, quand il y a quelqu'un qui va publier dans vos journaux et quand on va distribuer des journaux du Journal de Montréal gratuitement dans les Tim Hortons, nous, on va plus au Tim Hortons, c'est fini. Moi, je ne vais plus dans un Tim Hortons parce que tant et sous longtemps que je vais voir que ce journal-là est distribué gratuitement, sachant l'impact que ça a sur la population, mais on devrait le retirer. Est-ce qu'on est prêt à aller jusque-là? Moi, c'est la question que je me pose parce que moi, c'est véritablement ce que j'aimerais beaucoup faire aujourd'hui parce qu'il ne nous laisse pas le choix. Et c'est quelque chose qui continue à mener ces pratiques-là et ça n'arrête plus. Donc, c'est pas une réponse, mais il y a une réponse là-dedans. C'est une réponse très intéressante, je pense. Je vois qu'il y a une main levée de El Yacout et de Ricardo Gustavo. Est-ce qu'on peut passer la parole à El Yacout? Voilà. El Yacout, tu peux parler. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'écoutez? Vous m'entendez? Oui. Oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Will. Bonsoir Maya. Bonsoir tout le monde aussi. Merci Will pour tout ce que tu as dit. C'est vrai, moi je suis une maman. Je suis une citoyenne de Montréal-Nord. Et c'est vrai, on ne va pas nier comme quoi il y a de l'insécurité. Moi, c'est ce qui me choque aussi ici, depuis la mort de Abdelrahman. C'était sur ma rue, La Pierre. Et en plus, il y avait la fusillade de la journée à 4 heures de l'après-midi. On était dans une rencontre avec parole d'exclus dans la cour. 5 minutes après qu'on a fini, ça a commencé. Et les enfants, c'était l'été, les enfants jouent dans la rue, jouent dans les arrière-cours aussi. C'est là qu'il y a le comité, je pense que vous avez entendu parler du comité de Maman contre la violence. Ça a sorti, on a parlé plusieurs fois, Will, d'investir à Montréal-Nord dans les organismes. On a parlé aussi dans le comité comme quoi il faut plus d'intervenants, plus de travailleurs de rue, plus même des travailleurs de CLC pour des personnes qui sont malades, qui sont toujours à côté de la pizzeria ou à Unique. Parfois, on est insulté, on est attaqué par ces personnes. Et je peux te dire comme quoi il n'y avait pas eu de solution. Je peux te dire qu'il y a des mamans qui font maintenant des interventions autour de l'école Henri Bourassa parce que leurs enfants sont là-bas. Et je peux te jure comme quoi ces femmes, ils font un travail remarquable, mais personne n'en parle. Ces femmes, ils ont beau parler, comme il n'y avait pas eu d'augmentation pour les travailleurs de rue, c'est elles qui ont commencé à faire le travail à la place des travailleurs qui sont qualifiés. Je me demande, est-ce qu'on va vivre un autre été comme celui dernier? On n'est pas prêt. Est-ce qu'on va, nos enfants, les garder à la maison? Il y a 1000 questions, il n'y a pas de réponse jusqu'à date. Je ne vois pas les choses bouger, je ne vois rien. Je suis désolée, vraiment. Les gens sont tannés de tout ce qui se passe à Montréal-Nord. Je peux dire Montréal-Nord n'a pas juste besoin de la nourriture. Montréal-Nord a besoin de la sécurité, de la paix, de la propreté dans les rues. On a une belle, je peux dire, il y a de l'entraide à Montréal-Nord, les gens s'aiment, tu vois, il y a un bon voisinage, le bon vivre ensemble, mais la question reste, c'est quoi les solutions pour qu'on peut passer un été dans la paix, dans la sécurité, dans l'harmonie? Voilà ce que j'ai à dire, moi. Merci. Merci beaucoup, Yacoub, et merci pour tout le travail que tu fais aussi. Puis c'est important de mentionner aussi toute la solidarité. Moi, j'ai grandi à Montréal-Nord et j'ai grandi avec des gens qui n'avaient pas grand-chose, mais le peu qu'ils avaient, ils le partageaient. Et ça, je le vois encore aujourd'hui, alors que je vois qu'il y a des gens qui ont beaucoup de choses et ils ne partagent même pas un petit peu de ce qu'ils ont, ce qui est quand même assez hallucinant. Tout ça pour dire, c'est que on est en retard depuis plusieurs années.
Là, il y a des enjeux qu'on parle depuis longtemps et c'est ce qu'elle vient de mentionner et il n'y a rien qui se fait encore aujourd'hui. On va se ramasser avec un été exacerbé par ces tensions. Il faut comprendre que la pandémie a un impact énorme sur la santé mentale des gens, sur la santé mentale des jeunes. Nous, on ne peut plus faire ou organiser vraiment des activités parascolaires, comme plusieurs organismes. Il n'y a pas d'activité sportive non plus, pas d'activité culturelle. Et là, ça crée vraiment un sentiment d'insécurité énorme, même les jeunes qui vivent ce type de situation-là. Il n'y a pas d'encadrement non plus qui sont faits avec eux. Et on est vraiment craintif de ce qui s'en vient aussi parce que les enjeux de dépendance aussi pour beaucoup de personnes ont commencé à grandir à Montréal-Nord. Il ne faut pas se le cacher, mais ce n'est pas seulement à Montréal-Nord, c'est partout. Les gens ont commencé à consommer plus parce que quand tu as plus de divertissement, tu as plus d'activités à faire pour pouvoir aller vers d'autres choses. Malheureusement, ça ne fait plus, ça fait seulement qu'augmenter. Et là, on va se ramasser en ayant une situation qui est beaucoup plus tense, malheureusement. Et on voit qu'on attend toujours, parce que si on commence à avoir des intervenants de milieu, que ce soit des travailleurs de rue ou d'autres, et on n'a pas encore de budget, ce pas des gens qui vont se former en 2 jours. Ça prend du temps, il y a un processus pour recruter ces personnes-là, et on va se ramasser au mois de juillet, quand ils vont pouvoir commencer à intervenir. Et si on se ramasse au mois de juillet, bien, il est déjà trop tard. Mais plus on attend, plus la période est loin. Et cet été va être vraiment problématique. Et sans mentionner tous les autres enjeux qui ont considérablement augmenté dans la communauté et les liens qui se sont brisés aussi avec les organismes, avec certains jeunes, parce que malheureusement, on ne correspond plus autant qu'on le faisait auparavant. Donc, il faut rebâtir, reconstruire tout ça. Et nous, en tant que communauté aussi, je pense qu'il faut qu'on commence à parler aussi avec certains jeunes pour dire que, tu sais, nous, on a beaucoup d'empathie pour eux, qu'on les aime, qu'on a besoin d'eux. Et il y a beaucoup de choses qui se passent sur les médias sociaux. On parle de la violence des médias sociaux. On la voit beaucoup à travers certains journalistes, à travers la manière que certaines personnes vont faire certains commentaires. Les jeunes sont très violents aussi sur les médias sociaux pour certains d'entre eux. Et cette violence-là, elle n'est pas ce qu'on avait il y a 10-15 ans, ça n'existait pas. Maintenant, quand il y avait une menace, elle ne se ramassait pas sur Internet, elle ne circulait pas à ces endroits-là. Et maintenant, ça circule de plus en plus et ça crée un environnement où est-ce qu'on pense que tout le monde est en train de plotter, si je pourrais dire, contre une personne ou une autre. Donc, il y a tous ces enjeux-là de surveillance sur les médias sociaux qui est nécessaire. Il doit y avoir une forme d'encadrement sur les médias sociaux pour lutter contre ce qu'on voit présentement parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont générées à partir de ces endroits-là. Merci Will. On a largement dépassé le temps normalement prévu. On devait terminer à 19h15. Est-ce que ça te dérange si on poursuit juste parce qu'il y a encore 2 questions au moins dans la série, si ça a au moins quelques minutes. Si ça Avec mon taux horaire, c'est excellent. Non, c'est pas Écoute, mais je te propose de les poser toutes les 2 en même temps et comme ça, on peut clore cette séance sur ces 2 questions. Donc, les 2 questions sont les suivantes. Comment soutenir des initiatives comme les mamans qui ont déposé une pétition à l'Assemblée et elles n'ont pas un grand réseau et il y a une fracture numérique? Premièrement, de Nomez Najak. Et deuxièmement, tu as déjà répondu à la question de Oda. Et Eve Torres, alors justement, est-ce que les médias sociaux sont réellement un véhicule efficace à la lutte contre le racisme quand bien souvent on évolue dans un genre d'entre-soi? Puisque comme militantes et militants, on limite souvent l'accès public à nos réseaux. Pour la question, en tout cas, Leslie, n'hésite pas aussi, là, si tu peux répondre, là, ça me fait plaisir si tu veux y aller. Mais pour la question justement sur les médias sociaux, moi je crains ça aussi parce que malheureusement, on l'a vu, hein, il y a eu le documentaire Social Dilemma sur Netflix qui est quand même assez intéressant, qui démontre beaucoup le rôle des algorithmes quand on commence à faire une recherche sur un sujet, disons, je vais faire une recherche sur les légumes bleus, mais je trouve, puis plus je vais voir de légumes bleus, plus je vais voir qu'il y a des gens qui aiment les légumes bleus. Puis s'il y a quelqu'un qui dit que ben, ça donne le cancer, les légumes bleus, ben là, je vais commencer à partir un mouvement contre les légumes bleus qui donnent le cancer. Et c'est facile à faire. Là, j'exagère un peu, mais c'est souvent ce qui se passe. On commence à se réconforter là-dessus. Et on voit même les mouvements haineux qui commencent à prendre de plus en plus d'espace. On voit les mouvements conspirationnistes ou de personnes qui tendent vers cette mouvance-là. Prendre de plus en plus d'espace parce que justement, avec la manière que les algorithmes sont générés, ben, si une personne dit « moi, je suis un anti-masque », là, tu vas tomber juste avec des choses qui sont des anti-masques, des articles, et tu vas te créer toute une communauté. Donc, les communautés se construisent de plus en plus rapidement là-dessus, un peu à cause des algorithmes. Puis est-ce qu'on parle véritablement à certaines de ces personnes-là? Puis est-ce qu'on veut aller aussi parler avec les personnes qui peuvent avoir ce type
propos qui sont haineux, racistes. Et c'est lourd à porter aussi hein, en tant que personne. Donc, il y a beaucoup de combats qu'on mène déjà juste dans notre vie de tous les jours. Et là, il faudrait qu'on aille aussi sur les médias sociaux pour lutter contre ça. Donc, moi, je trouve que parfois, quand il y a des interventions de certaines personnes blanches, parce que, juste un exemple, à titre d'homme, moi, je peux parler à d'autres hommes cis sur certains enjeux avec le sexisme que si une femme va dire certaines choses, ça ne va pas passer de la même manière. Et ça, c'est une triste réalité, mais il faut qu'on arrive à comprendre ça aussi, qu'on a tous un rôle en tant qu'alliés qu'on peut jouer pour déconstruire ce type de message-là. Et si je porte ce message-là auprès d'un homme et une femme va le porter, peut-être la personne va plus m'écouter. Malheureusement, ça ne devrait pas être le cas. Je ne suis pas en train de dire que c'est quelque chose qui devrait être le cas, mais je reconnais que c'est quelque chose qui existe. Donc, je pense que quand on a ces personnes-là qui peuvent essayer de déconstruire le plus possible, prendre un peu de cette charge-là, mais ça allège le poids que certaines personnes vont avoir à porter. Les initiatives comme celle qui est portée par les Mamans contre la violence à Montréal-Nord, moi, je pense que c'est quelque chose qui est phénoménal. Puis on partage un paquet de ces points de vue-là. Il faut vraiment qu'on fasse un travail de plus grande mobilisation, mais il y a tellement de poids qui sont faits sur certaines personnes à Montréal-Nord qui en portent déjà trop et on leur demande d'en porter encore plus. Même, je pense à Yakut qui doit porter tellement de choses aussi. C'est souvent indu de porter tout ce fardeau-là. Mais si on arrive à se rallier entre les différentes luttes pour pouvoir porter ce type de message-là, je pense qu'on peut faire écho encore plus grandement. Et tu sais, moi, je m'engage bien sûr de porter le plus que je peux cette initiative des mamans qui reprennent un peu beaucoup de choses qu'on mentionne déjà depuis trop longtemps. Tu sais. Merci beaucoup, Will. Et je pense qu'on nous a invités il y a la pétition, le lien vers la pétition qui est dans le chat. Donc, je vous invite à aller signer cette pétition. Mais c'est surtout, tu m'as fait une perche assez fabuleuse vers la prochaine séance, qui est aussi une responsabilité du milieu académique et universitaire vers toutes ces questions. Pas juste dans la production d'images, le milieu journalistique, mais aussi la responsabilité même citoyenne et sociale du milieu académique dans la production de ce qu'on a appelé le marché de la connaissance, en tout cas la production d'experts avec Benoît, parce que encore une fois, dans les dernières semaines et les derniers épisodes cycliques de violence qui sont arrivés, on a vu des sorties avec des combos gagnants sur, encore une fois, le stigmate du hip-hop, du rap, de la part de criminologues reconnus, dont je ne citerai pas le département. Mais merci en tout cas beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Will. Et je laisse à Maya le mot de la fin. Ouais, j'ai le meilleur moment. Donc, comme Leslie a dit, merci Will, merci Leslie d'avoir animé, merci Ridolphe aussi d'avoir aidé à la technique. J'ai oublié de le présenter en tout début, mais Ridolphe a aussi aidé beaucoup au niveau technique. Donc, je sais que plusieurs personnes nous ont salués, mais son nom n'était pas présent. Donc, voilà. Donc, merci d'être venu, d'avoir écouté, j'espère que ça va vous enrichir aussi dans vos réflexions futures. J'ai vu des gens d'un peu partout, des intervenants, des gens du milieu journalistique. Donc, en espérant que ça va vous aider à adopter vos pratiques en prenant ces considérations. Donc, juste vous prévenir que la vidéo va être disponible sur notre page YouTube et sur notre page Facebook. Les liens seront partagés d'ici 2-3 jours. Là, on fait juste un mini-montage de début et de fin, là, parce que des fois, il y a des petites parties un peu longues au début. Et puis voilà, donc je vous invite dans un mois à peu près pour la prochaine séance que Leslie a annoncée déjà. Les informations seront aussi sur notre page Facebook prochainement. Merci et bonne fin de journée.